Elle n'a pas résisté lorsqu'ils l'ont menottée au stand de tir. Pas de badge, pas d'explication, juste une femme silencieuse, frappant des cibles impossibles, qui refusait de s'identifier. La salle d'audience de la petite ville se préparait pour une mise en accusation de routine, jusqu'à ce que de lourdes portes s'ouvrent. Un amiral de la marine, en uniforme de cérémonie, marchait silencieusement dans l'allée centrale. Les vétérans militaires se mirent au garde-à-vous. Le visage de la juge se vida de toutes couleurs lorsqu'elle lut les documents scellés. Et soudain, tout changea. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous intrigue, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits de services extraordinaires et de héros qui marchent parmi nous, sans jamais demander la reconnaissance qu'ils méritent. L'aube se lève sur un champ de tir civil isolé, sur la côte du Maine. Le brouillard s'accroche aux cibles alors que les tireurs commencent à arriver. Parmi eux se trouve une femme d'une trentaine d'années, accompagnée de son fils. Remarquable à tous points de vue. Elle porte un jean délavé, une veste grise unie et une casquette de baseball tirée bas. Rien en elle n'attire l'attention, alors qu'elle marche calmement vers la ruelle la plus éloignée, transportant une longue valise pouvant contenir n'importe quoi. Un appareil photo, du matériel audio ou bien autre chose. Frank Holden, officier de sécurité du stand, sirote son café dans sa cabine. Vétéran de la marine pendant 22 ans, suivi d'une décennie à gérer ce site, il a l'œil pour repérer les gens. Il sait classer les tireurs, chasseurs saisonniers, compétiteurs avec équipement de pointe, guerriers du week-end ou policiers en entraînement. Mais cette femme, elle ne correspond à aucune de ces catégories. Elle n'a pas fait irruption sur le champ de tir, elle s'y est glissée avec une aisance naturelle, presque invisible. Elle s'installe dans la voie la plus éloignée, assemble son fusil avec des gestes précis, fruit d'années d'expérience. Dès les premiers tirs, elle atteint le centre des cibles avec une précision troublante. Sans ajuster sa lunette, elle passe à des distances extrêmes. Frank remarque sa respiration contrôlée en 4 temps, sa posture stable, son calme absolu. Mais surtout, sa capacité à lire le vent à l'œil nu. Un tireur s'approche de Frank, nerveux. Cette femme, là-bas, c'est pas normal. Elle atteint des cibles impossibles et elle n'a pas de badge. 20 minutes plus tard, 2 policiers locaux arrivent. Ils s'approchent, prudents. « Madame, nous avons besoin de voir une pièce d'identité et le permis pour cette arme. » Elle se retourne calmement, main visible. « Il y a un problème, officier ? Pièce d'identité et permis, s'il vous plaît. » Elle répond simplement « Je ne les ai pas avec moi. » La fouille ne révèle ni portefeuille, ni téléphone. Juste une carte clé sans marquage et un carnet contenant des coordonnées. « Vous allez devoir venir avec nous, madame. » Elle ne résiste pas, ne proteste pas. Ce silence docile est presque plus perturbant que l'opposition. Escorté vers la voiture, Frank observe ses yeux scrutant l'environnement, la ligne des arbres, la route, les montagnes, comme si elle analysait des données invisibles. Au bureau du shérif de Coastal Harbor, composé de 3 cellules, d'une salle de réservation et de quelques bureaux, la femme reste silencieuse. Empreinte digitale prise sans résistance. Non. Silence. Adresse. Rien. Vous comprenez que refuser de s'identifier est un crime. Elle soutient le regard de l'agent, calme, muette. Le détective Marcus Wells tente l'approche amicale, les menaces à peine voilées, les promesses d'allègement en échange de coopération. Toujours ce même silence respectueux. On a trouvé une vraie mystérieuse, plaisante un adjoint. Peut-être une espionne russe. Certains rient. Mais lorsqu'elle est laissée seule, elle passe en mode analyse. Position des caméras, angle mort, routine des gardes, disposition du bâtiment, issue de secours, procédure. Wells revient bredouille. Rien sur elle, ni au niveau local, ni national. Essayez le fédéral, suggère le shérif. Système en panne, répond le technicien. Ils retenteront demain. Un jeune agent lui apporte un verre d'eau. Sa manche se soulève, révélant une cicatrice fine sur le poignet, typique des descentes en rappel héliporté. Belle cicatrice, commente-t-il. Accident d'escalade, répond-elle. Ses premiers mots depuis des heures. En fin d'après-midi, l'avocat commis d'office arrive, visiblement épuisé. Vous rendez les choses inutiles difficiles. Il parle de terrorisme. Votre arme n'est enregistrée nulle part. Le lendemain matin, elle est escortée au tribunal. Malgré sa tenue orange et ses menottes,
Elle reste incroyablement calme. Ni rebelle, ni effrayée, simplement patiente. Dans la salle d'audience centenaire du tribunal de Coastal Harbor, bondée, les murmures fusent. La juge Harmon examine le dossier, irritée. L'avocat demande un report, faute de collaboration de sa cliente. Un homme en costume se lève. Agent spécial Thomas, sécurité intérieure. Nous demandons le transfert immédiat en détention fédérale. Un autre homme intervient, FBI. Cette affaire relève de notre juridiction. La juge frappe du marteau. Assez. C'est ma salle. Mise en accusation d'abord, compétence ensuite. Le greffier lit les charges, possession illégale d'armes à feu, refus d'identification, activité terroriste potentielle. L'accusé reste impassible. Lorsque la juge demande comment elle plaide, les portes du fond s'ouvrent. Un amiral entre. L'uniforme, les décorations, l'attitude, tout en impose. Les anciens militaires dans la salle se lèvent, instinctivement au garde à vous. L'amiral remet un document scellé à l'huissier. La juge le lit. Son expression change. Surprise, puis compréhension. À la lumière de ce document émis par le département de la Défense, toutes les charges sont abandonnées. Cette affaire relève de la sécurité nationale. Audience levée. L'huissier lui retire les menottes. La femme se lève. Sa voix claire et douce résonne. « Monsieur, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. » « Au contraire, commandant, » répond l'amiral. « C'est la marine qui vous présente ses excuses. » À ce mot, commandant, toute la salle comprend. Respect, stupeur, silence. L'attitude de la femme change. Fini l'effacement. Elle se tient droite, puissante, militaire. La juge Harmon, ancien officier du JAG, se lève et salue. « Merci pour votre compréhension, votre honneur, » dit l'amiral. Le commandant agissait sous ordre classifié. La discrétion était nécessaire. Dehors, les journalistes affluent. Elle se tient aux côtés de l'amiral, désormais en tenue civile, près d'un SUV noir du gouvernement. Le shérif Daniels s'approche. « Amiral, mon service mérite des explications. »« Je comprends, shérif. Le commandant est l'un de nos agents les plus décorés. Elle ne représente aucune menace. Au contraire. » L'inspecteur Wells s'approche, honteux. « Commandant, je vous dois des excuses. » « Inutile, inspecteur. Vous faisiez votre travail. » Un vieil homme portant une casquette de vétéran s'approche timidement. « J'étais corpsman pendant tempête du désert. Ce matin, j'ai senti que vous étiez différente. Merci pour votre service, quoi qu'il soit. » Elle serre sa main. « Merci pour le vôtre. » L'amiral consulte sa montre. « Commandant, il est temps. » L'opération Silent Harbor nécessite un débriefing et Washington attend votre rapport. Le shérif Daniels écarquille les yeux. Silent Harbor, l'opération antiterroriste qui a empêché l'attaque du port l'année dernière. L'amiral reste volontairement vague. Le commandant a servi ce pays pendant 12 ans avec un engagement exemplaire. Une grande partie de ce qu'elle a accompli ne sera jamais rendue publique. Un journaliste s'avance. « Commandant, souhaitez-vous faire une déclaration ? » « Aucun commentaire, » répond-elle fermement. « Et j'apprécierais que vous respectiez ma vie privée. » Alors qu'ils se dirigent vers le véhicule qui les attend, un événement inattendu se produit. Les forces de l'ordre présentes, y compris celles qui l'avaient arrêté et détenu, forment spontanément un couloir d'honneur. Les militaires, parmi eux, la saluent à son passage. L'inspecteur Wells observe la scène, comprenant enfin ce qui lui avait semblé si étrange depuis le début. Elle ne cherchait pas à dissimuler sa culpabilité. Elle avait été entraînée à dissimuler son excellence. Le coucher du soleil projette de longues ombres de l'autre côté du champ de tir, désormais vide. Frank, l'officier de sécurité, vérifie les derniers couloirs avant la fermeture. Un véhicule gouvernemental s'arrête. Le commandant en descend. Son attitude a subtilement changé. Sans avoir besoin de dissimuler ses compétences, elle se déplace avec l'aisance d'une athlète au sommet de sa forme. « Je suis venu chercher mon équipement », explique-t-elle. Frank hoche la tête. Le shérif l'a fait renvoyer cet après-midi. Par courrier spécial. Il récupère une mallette sécurisée dans le bureau.
Tandis qu'elle en vérifie le contenu, Frank s'éclaircit la gorge. 20 ans dans la marine, moi aussi. Sous-marin. Rien d'extraordinaire comparé à ce que vous devez faire, mais je me suis toujours dit que vous aviez quelque chose de spécial. Elle sourit légèrement. La plupart des gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Elle sort un fusil de la mallette, le monte avec une aisance experte, puis s'approche du couloir le plus éloigné. Sans lunettes, elle vise une cible à peine visible dans la lumière déclinante, une cible qu'aucun tireur standard ne pourrait atteindre. Le coup part, presque inaudible. Jumelle, dit-elle. Frank observe et confirme, tir parfait. Elle démonte le fusil, le range soigneusement. J'apprécie votre discrétion. Vous auriez pu intervenir avant l'arrivée de la police. Ce n'était pas ma place, répond Frank. Mais j'ai appelé quelqu'un après leur arrivée. Un ancien camarade de la marine. Il travaille maintenant au Pentagone. Elle marque une pause, puis hoche la tête. Merci. Reviendrez-vous? Frank la regarde tandis qu'elle retourne à son véhicule. Le commandant et tourne les yeux vers le port, où les opérations navales se poursuivent, invisibles pour la plupart des civils. Certains d'entre nous sont toujours là, murmure-t-elle. Vous ne nous voyez simplement pas. En s'éloignant, Frank lui adresse un salut parfait aux feux arrière qui s'évanouissent. 2 semaines plus tard, l'inspecteur Wells est assis à son bureau, consultant des dossiers, quand son téléphone sonne. Inspecteur Wells. Inspecteur, ici l'amiral Wilson. Nous nous sommes brièvement croisés pendant l'incident avec le commandant Hay. Wells se redresse instinctivement. Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour vous adresser une invitation. Le commandant Hay recevra une distinction demain à la base navale de Norfolk. Étant donné votre implication dans cette affaire, elle a souhaité que vous soyez présent. Wells marque un silence. Je suis honoré, monsieur, mais je suis surpris. Je l'ai arrêté. Parfois, les personnes qui nous mettent le plus au défi sont celles qui nous enseignent les leçons les plus précieuses. La cérémonie est classifiée, mais nous pouvons organiser votre autorisation. Le lendemain matin, Wells se rend à Norfolk. Il passe plusieurs points de contrôle de sécurité avant d'être escorté jusqu'à un petit auditorium. Moins de 50 personnes sont présentes, principalement des officiers supérieurs et du personnel militaire en civil. Tous affichent cette prestance typiquement militaire. Wells s'installe discrètement au dernier rang. La cérémonie commence, sans musique, sans presse, sans photographe. L'amiral Wilson monte sur l'estrade. Mesdames et messieurs, nous rendons aujourd'hui hommage au commandant Alexandra Hay pour son service exceptionnel durant l'opération Silent Harbor. Pour des raisons de sécurité, je ne peux que vous dire ceci. Elle a passé 11 mois sous couverture, identifiant et neutralisant une menace critique pour notre sécurité nationale. Wells fixe le commandant Hay. En uniforme, couverte de décorations, elle ne ressemble en rien à la femme qu'il avait arrêtée au champ de tir. Le commandant Hay s'est révélé être l'une de nos meilleures expertes en contre-terrorisme et en guerre non conventionnelle. Diplômée première de sa promotion à Coronado, elle a intégré le Naval Special Warfare Development Group, devenant l'une des premières femmes à le faire. Ces informations, bien entendu, restent confidentielles. Wells se penche, ébranlé. Il commence à mesurer l'ampleur de la personne qu'il avait jugée comme une simple suspecte. 80 kilomètres. 3 emplacements suspects. Nous devons identifier le bon sans alerter la cible, explique-t-elle. Zone civile. Interdiction d'intervention militaire directe. C'est là que Wells intervient, assurant la coordination avec les autorités locales sans compromettre l'opération. La journée se poursuit avec de la surveillance, des écoutes et des reconnaissances discrètes. Une percée survient la nuit suivante. Des transmissions codées sont interceptées dans un entrepôt abandonné appartenant à une société écran. 8 individus, de l'armement et des fonds sont repérés. Étrange, il faut passer à une intervention légale. Wells organise le raid, en limitant les informations aux forces locales. Juste avant l'aube, l'opération est lancée. Tout se déroule sans accroc, 8 arrestations, des saisies et des renseignements précieux. La version officielle mentionne seulement une opération conjointe réussie, sans autres détails. À midi, l'équipe d'élite s'est volatilisée, ne laissant aucune trace. Frank remet en état le champ de tir. « Merci, dit Wells. Pourquoi ? D'après les infos, je n'ai rien fait.
Exactement. Avant de partir, et confie une carte à Franck. Si quelqu'un d'autre vous semble exceptionnel, appelez ce numéro. Recrutement. Toujours. Les bons profils sont rares. Était-ce réel, tout ça? L'arrestation? La salle d'audience? Qu'en penses-tu? Franck réfléchit. Je pense que le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est de créer un spectacle qui détourne l'attention. Elle lui sourit, sincèrement. Tu aurais fait un bon agent. Heureux de maintenir le champ de tir en activité. Il faut bien que quelqu'un soit là quand les gens comme vous passent. Comme toi, ils ont besoin d'un endroit calme pour s'entraîner. 6 mois plus tard, Franck remarque une jeune femme au champ de tir, dans la vingtaine, maniant son fusil avec une expertise inhabituelle. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais sa technique témoigne d'une formation professionnelle. Lorsqu'elle ajuste un tir difficile par vent de travers sans vérifier aucun instrument, Franck se souvient du commandant et faisant de même. Il l'observe pendant 1 heure tandis qu'elle travaille méthodiquement à différentes distances, notant ses résultats dans un petit carnet. Lorsqu'elle a terminé, il s'approche, c'est du tir impressionnant. Elle hoche poliment la tête. Merci. Je m'entraîne quand je peux. Un passé militaire, demande-t-il avec désinvolture. Équipe de tir universitaire, répond-elle. Réponse parfaite. Plausible et difficile à vérifier. Franck hoche la tête, jouant le jeu. Vous êtes la bienvenue ici quand vous voulez. Nous recevons tous les niveaux de compétences. Alors qu'elle range son équipement, il remarque un schéma de mouvement familier, les mêmes gestes efficaces qu'il a observés chez Hay et son équipe. Ce soir-là, après la fermeture, Franck fixe la carte de visite que le commandant lui avait donnée. La jeune femme était douée, très douée pour maintenir sa couverture, mais à son œil exercé, certaines choses ne peuvent être cachées. Il compose le numéro. Identification, répond une voix neutre. Horizon bleu et calme, dit Franck, se souvenant de la phrase d'authentification que Wells lui avait apprise. Allez-y, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. Le genre de personne que vous pourriez vouloir connaître. Détail. Femme, une vingtaine d'années. Tir expert, avec des indicateurs d'entraînement inhabituels. Elle prétend faire partie d'une équipe universitaire, mais présente des schémas de mouvement opérationnels. Un silence. Évaluation. Soit c'est l'une des vôtres qui me teste, soit c'est quelqu'un qui devrait être sur votre radar. On va se renseigner. Autre chose? Franck hésite. Le commandant est-il toujours actif dans la zone? Une nouvelle pause, plus longue cette fois. Ce nom ne figure pas dans notre base de données opérationnelles actuelle. Bien sûr. C'était juste par curiosité. Votre contribution est notée et appréciée. 3 jours plus tard, la jeune femme revient au stand de tir. Cette fois, un homme d'âge moyen l'accompagne, avec l'allure de quelqu'un à l'aise avec l'autorité. Ils s'entraînent ensemble, leurs interactions suggérant une relation mentor-élève. Une fois terminé, l'homme s'approche de Franck tandis que la jeune femme range leur équipement. « Monsieur Sullivan », dit-il, en utilisant le nom de famille de Franck, bien que ce dernier ne se soit pas présenté. « J'ai cru comprendre que vous avez passé un appel récemment. » Franck reste calme. « Moi, si. »« Bonne vue, » dit l'homme. « C'est l'une de nos candidates à l'évaluation. » Une partie de son test consistait à s'entraîner ici sans attirer l'attention. « Elle est douée, » reconnaît Franck. « Mais il y a des indices si l'on sait quoi observer. » « C'est pourquoi nous apprécions les observateurs comme vous, » répond l'homme. « Parfois, le talent repère le talent mieux que nos systèmes formels. » La jeune femme les rejoint. « Comment ai-je fait ?» demande-t-elle, laissant tomber la prétention. « Monsieur Sullivan vous a identifié en moins d'1 heure, » dit l'homme. « Vous devrez travailler à dissimuler vos habitudes d'entraînement. » Elle accepte les critiques avec professionnalisme. « Qu'est-ce qui m'a trahi ? » Un réglage du vent sans instrument, dit Franck. Le commandant faisait la même chose. L'homme et la femme échangent un regard à la mention de ce nom. « Merci pour vos commentaires, » dit-elle. « Puis-je revenir m'entraîner ? » « À tout moment, » répond Franck. « Mais si vous essayez de vous fondre dans la masse, vous pourriez vouloir rater un tir de temps en temps. » Alors qu'il s'apprête à partir, l'homme remet une enveloppe à Franck. « Nous vous remercions pour votre discrétion et votre aide. »
À l'intérieur se trouve une nouvelle carte de visite, cette fois avec un insigne en relief que Frank reconnaît immédiatement, celui de la Naval Special Warfare, accompagné d'un autre numéro. « Nous sommes toujours à la recherche de centres d'entraînement et d'observateurs », explique l'homme. « Si vous êtes intéressé par un arrangement plus formel. » Frank l'envisage. Après 15 ans à la tête du stand, il est peut-être temps de relever un nouveau défi. « Je le serai peut-être. » Le commandant a fait l'éloge de votre connaissance de la situation, ajoute l'homme. Cela a du poids dans notre organisation. Alors que Frank les regarde partir, il réfléchit au chemin étrange qu'a pris sa retraite. D'un simple stand de tir à une intégration dans un réseau invisible destiné à identifier et former les défenseurs les plus spécialisés du pays. Il glisse la nouvelle carte dans son portefeuille, à côté de la première. Certaines personnes servent en uniforme à la vue de tous. D'autres servent dans l'ombre. Et certains, comme lui, se contentent de surveiller, s'assurant que ces ombres restent des lieux sûrs pour le travail nécessaire. Le lendemain matin, Frank arrive au stand de tir et trouve un colis qui l'attend. Une lunette d'observation haut de gamme, dotée de capacités thermiques et d'un module de communication crypté. La note ci-jointe ne contient que 3 mots, « Continue à regarder, Frank ». Il reconnaît immédiatement l'écriture. Le commandant a peut-être évolué vers de nouvelles opérations, de nouvelles identités, de nouvelles missions, mais son héritage se poursuit ici, dans ce petit coin du Maine, où des gens d'apparence ordinaire, dotés de compétences extraordinaires, peuvent exercer leur métier loin des regards curieux. Frank installe le nouvel équipement, comprenant son véritable objectif. Il ne se contente plus de gérer un champ de tir. Il maintient un point de passage dans un réseau caché. Un endroit où ceux qui opèrent dans l'obscurité peuvent trouver un instant de sécurité dans la lumière. Et si d'autres jeunes tireurs, aux techniques parfaites et aux histoires bien rodées, apparaissent, il saura exactement quoi faire. Parce que certains d'entre eux sont toujours là. Vous ne les voyez tout simplement pas à moins de savoir comment les regarder.